Bonjour, voilà, c'est le 28e voyage hors des sentiers rebattus et nous partons en Espagne, dans le sud de l'Espagne, dans l'extrême sud de l'Espagne. Nous partons en Andalousie, voilà. L'Andalousie qui est elle-même composée de 8 provinces et donc celle qui est la plus à l'ouest, touchant le Portugal, s'appelle la province de Huelva. Et c'est là que nous allons, puisque nous allons visiter les mines de Rio Tinto. Rio Tinto, c'est une rivière. Tinto, ça veut dire rouge. Hein. Par exemple, si vous allez en Espagne, un vino tinto, c'est un vin rouge. Donc la rivière est rouge. Rouge, nous allons voir pourquoi. Mais vous avez deviné, hein, elle contient beaucoup de métaux et en particulier une majorité de soufre et de cuivre. Alors, cette province de Huelva, voilà, elle est célèbre parce que, d'abord, il faut savoir qu'au nord, il y a le Rabugo, qui est mondialement célèbre. Et puis, à côté de Huelva, il y a Palos, et à Palos est parti Christophe Colomb avec les 3 embarcations. Voilà. Et parce que c'était le port le plus équipé à l'époque, adapté, et en plus, on gagnait des kilomètres. Et puis, on était de l'autre côté du Guadalquivir, quoi. Alors, l'histoire de Rio Tinto est assez compliquée et pas toujours amusante. Dans cette région, on va découvrir des paysages minéraux extraordinaires et une histoire souvent douloureuse. Alors, pour découvrir la région de Rio Tinto, hein, vous voyez, je vous montre de nouveau la zone Minas de Rio Tinto, elle est là, elle est à peu près à 60 km de Huelva. Bon, Rabou est par là, mais il faut savoir que dans ce coin, quand on est à 10 km de Rabugo, on est à demi-heure de voiture, c'est des toutes petites routes de montagne, on est dans des sierras. Il y a la Sierras de Aracena et la Sierra Morena, qui est celle où se trouvent les mines. Alors, qu'est-ce qu'on va dire sur Rio Tinto? C'est une rivière ultra minérale. Ultra minérale et tellement minérale que, alors moi je ne suis pas un fanatique de chimie, mais quand même, il faut savoir que le pH de la rivière est de 1,7, c'est-à-dire qu'elle est encore plus acide qu'un citron, par exemple, et l'eau a un pH de 7. Donc vous voyez, 1,7, 7. Résultat, la faune, pratiquement pas d'oiseaux, pas de poissons non plus, et il y a uniquement des animaux unicellulaires. C'est tellement lunaire, comme je ne suis pas un spécialiste, je dis lunaire parce qu'en français on emploie ce terme, mais en réalité c'est martien. C'est-à-dire, il n'y a que des minéraux et des métaux, et la NASA est très intéressée par cette faune et flore. Il y a des bactéries, des champignons, des algues, des animaux unicellulaires, des organismes unicellulaires. Et en fait, on pense que ça ressemble beaucoup à Mars. Et en tout cas, la NASA fait des études sur ce paysage sauvage et minéral pour ses recherches sur Mars. Donc voilà. Ceci dit, du manganèse, de l'or, de l'argent, du cuivre, du soufre. Et bon, en fait, c'est un cocktail toxique. Hein. C'est pas l'endroit où il faut se rendre pour aller prendre son bain l'après-midi. Alors une très belle histoire, puisque dans l'Antiquité déjà, des peuples, les Tardesos, qui étaient antérieurs aux Romains, ont exploité l'argent dans cette région. Ensuite, les Romains, pendant 700 ans, ont exploité l'argent, l'or, le cuivre et le soufre, au point que les chercheurs estiment qu'ils ont extrait, sur les 7 siècles de domination romaine, hein, puisque à la suite des guerres contre Carthage, l'Espagne est devenue un endroit important pour l'Empire romain, eh bien, on estime qu'ils ont réussi à exploiter à peu près 20 millions de tonnes. Alors après, il va y avoir une continuation, mais un petit peu modeste, hein, du temps des Arabes et puis au Moyen-Âge. Au XVIIIe siècle, il y a un Suédois qui s'embarque pour développer exploiter les mines, mais grosso modo, il faut attendre une année
qui est 1873, dans laquelle des Anglais, un certain Mason et, disons, un consortium d'investisseurs, rachètent les mines de Rio Tinto qui appartenaient à l'État espagnol. Alors, ils les rachètent pour un prix dérisoire. Les Anglais sont bons en affaires, hein, et n'ont pas trop de scrupules. À l'époque, l'Espagne est un peu une espèce de zone protégée pour les Anglais. Le gouvernement de la République existait depuis très peu, depuis quelques mois, et il valide cette transaction. Et du coup, on a une nouvelle société qui est créée à Londres, bien sûr, le siège, qui s'appelle Minas de Rio Tinto, et qui aujourd'hui existe encore et est un des 3 géants mondiaux de l'exploitation minière. 3, puisqu'il y en a un autre qui s'appelle Billington et un autre qui s'appelle Vale. Mais il faut savoir que tous ces 3 entreprises qui dominent le système minier mondial sont le résultat de rachats successifs. Par exemple, la pauvre industrie de l'aluminium française avec Péchinet, elle a eu tendance à vouloir se développer, à racheter des firmes aux États-Unis. Puis ensuite, tout ça a été mangé par Alcan, le géant canadien de l'aluminium. Et à la fin, qui a mangé Alcan? Eh bien, c'est Rio Tinto. Rio Tinto est marqué par des scandales. Alors, après, on verra qu'il y a des beaux paysages, mais il faut parler quand même des scandales. Le premier scandale, il est énorme. C'est-à-dire que quand, à l'époque où les mines ont été rachetées, quand on a commencé à exploiter, on laissait des déchets calcinés, et ces déchets calcinés, ma foi, ils dégageaient des fumées qui empoisonnaient totalement les populations. Parce qu'il faut savoir que ces fumées, avec les particules qu'elles contenaient, elles allaient jusqu'à Huelva, 60 km. Donc vous imaginez les gens qui... Alors il y avait des manifestations fréquentes. Et en 1888, la population vraiment n'en peut plus. Une manifestation a lieu à Nerva, qui est une autre bourgade dans la zone des mines. Et pour des raisons que l'on ne sait pas trop, la troupe qui a été envoyée, ça on sait pourquoi, pour maintenir l'ordre ou le calme, mais on ne sait pas trop pourquoi la troupe s'est mise à tirer. Elle a tiré et massacré 300 manifestants pacifiques qui essayaient de survivre face à ces fumées. Voilà, merci les Anglais, merci la monarchie, puisqu'entre-temps la monarchie avait été rétablie, et c'est sauvage, puisque les gens ont été achevés à coups de baïonnette. On ne leur a pas mis les menottes pour les amener en prison, ils ont été tués et achevés à coups de baïonnette. On compte qu'il y en a eu au moins 200. Et donc, ces scandales, les teleras, c'était ces résidus calcinés. Bon, le gouvernement va voter des petites indemnisations. Et l'exploitation va continuer. Alors, bien sûr, avec les progrès techniques, on va arriver à résoudre un petit peu. Et ça va durer jusque en... Rio Tinto va être vendu par... enfin, les mines vont être vendues par la compagnie Rio Tinto Limited, qui continue à exister, hein, qui porte toujours ce nom, dans les années 50. Et puis, il va y avoir des repreneurs, et au bout du compte, ce sont les salariés qui vont reprendre en 1995. Il n'y a plus vraiment de perspective d'exploitation rentable, et eux-mêmes, au bout de 6 ans, vont arrêter en 2001. Donc, les mines sont inexploitées, on les visite. On visite d'ailleurs les ruines des bâtiments. Alors, je vais vous montrer un petit peu quelques lieux. D'abord, évidemment, pour commencer la visite, il faut aller au musée minier dans le village de Rio Tinto. Et ensuite, vous prenez un petit train. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas le petit train touristique insupportable qu'on voit partout. C'est le train qu'empruntaient les mineurs tous les jours pour descendre dans la vallée sur une dizaine de kilomètres et se rendre sur les lieux d'exploitation qui étaient nombreux. Alors voilà, évidemment, les mines, elles sont en ruine. On en voit des dizaines de bâtiments comme ça lorsqu'on prend ce train. Voilà, alors bien sûr, ils ont refait le carrossage. Hein, quand on dit que c'est le même train, il a été repeint un peu. Et on a une promenade extraordinaire. On trouve d'anciennes petites gares pour des gens qui descendaient ici. Voilà, des lieux d'exploitation. Et voilà, ça ressemble tout à fait à une ligne de chemin de fer. Là, c'est un poste d'aiguillage. Voilà, un poste d'aiguillage. Et puis, on voit les vestiges de l'ancien train par-ci par-là, hein, et l'ancienne gare. Et puis on découvre bien entendu ces vues extraordinaires, c'est-à-dire en se penchant au bord des wagons, puisque
il n'y a pas de fenêtre, enfin, nous on y est allé en été, on découvre ces paysages incroyables, orangés, lunaires, martiens, tout ce qu'on veut, avec la couleur de base, c'est noir, une espèce de noirceur un peu ocre, et puis là où il y a énormément de soufre, évidemment, ou de cuivre, vous avez des tons, toute la gamme des tons orangés. C'est vraiment impressionnant, et c'est ça pendant demi-heure de train. Donc je crois que c'est quand même une promenade incroyable, demi-heure de train, et voilà, encore une fois, hein. Bon, alors, le village a connu ces soubresauts. Voilà un des dirigeants de Rio Tinto à l'époque, et les Anglais s'étaient fait construire des maisons dans une rue d'un quartier qui s'appelle Bella Vista, bien entendu. Il était un peu plus protégé des téléas, des zones calcinées empoisonnantes. Et aujourd'hui encore, on visite des maisons typiquement anglaises avec des intérieurs typiquement anglais. Il y a même un terrain de tennis. Et, euh, et en plus, alors ça c'est anecdotique, mais c'est amusant à dire, c'est là que le football a été introduit en Espagne, par l'équipe de Bella Vista. À la fin du 19e siècle, la première équipe de football espagnole, c'est l'équipe de football du quartier de Bella Vista, c'est-à-dire que c'est les Anglais qui l'ont introduit. Voilà, alors, je vous ai parlé des scandales, il y en a eu deux autres. Bougainville, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où la pollution était monstrueuse, la pollution occasionnée par Rio Tinto, au point que ça finit par une guerre civile et que Rio Tinto s'est retiré. Et puis le dernier, c'est 2020. Alors celui-là, il est assez extraordinaire, parce que le PDG, on va plus taper sur les Anglais, le PDG c'est un Français. C'est un Français qui, il y a 6 mois, était, ou même pas 6 mois, 4 mois, était le directeur, c'est lui qui gouvernait cette entreprise. Et ils ont trouvé des perspectives d'exploitation minière dans un endroit qui s'appelle la grotte de Yukon, qui est un lieu sacré aborigène en Australie. Un lieu sacré aborigène en Australie. Donc ils n'auraient pas dû y toucher, c'est sacré, c'est protégé, etc. Sauf que pour exploiter le filon, il y avait trois solutions, et c'était la moins coûteuse. Et notre bon ami français, qui est donc le dirigeant de cette société, a décidé de détruire partiellement cette grotte sacrée pour entamer l'exploitation du site. Bien entendu, scandale mondial, mais surtout en Australie, ce qui fait qu'ils ont dû interrompre d'une part, et que d'autre part, ce monsieur a été limogé. Mais vous voyez, c'est une entreprise qui n'a pas toujours les scrupules voulus. Après, c'est facile de critiquer, parce que nous, tous les jours, on utilise des métaux, du cuivre, etc. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit à quel point certaines entreprises ont pu être prédatrices. Prenez le petit train. Le jour où vous allez à Rabugo, parce que moi j'y suis allé, parce qu'en 2000, il y a 10 ans, en 2010, j'ai fait l'Espagne des jambons. Teruel, quelques jours. Les Alpujarras, à côté de Grenade, quelques jours. 8 jours à Huelva, parce que le jambon de Rabugo n'est pas une appellation, l'appellation c'est Huelva, dénomination Huelva. Mais c'est Rabugo qui est célèbre, et c'est à 2 encablures des minas de Rio Tinto. Il faut au moins une journée, parce qu'il faut y aller en voiture, c'est loin, il faut prendre le petit train, il faut visiter la Corte Atalaya, qui est une grande mine à ciel ouvert, j'aurais dû le mettre dans mes photos, mais si vous regardez sur internet Corte Atalaya, c'est un site incroyable. Et ça vaut la peine d'aller voir les mines de Rio Tinto. Merci, et la semaine prochaine, on se retrouvera, comme toujours, une fois sur deux en Italie.